messieurs, bonsoir. Le penseur, ne croyez pas si bien le dire, dans cette édition des Nouvelles Donnes, on va beaucoup parler argent. Argent, argent et argent. L'argent du trésor public, l'argent de l'État. Dès lors, l'État congolais, par ces temps de la révolution de la modernité, a énormément besoin d'argent. Alors, qu'est-ce que le gouvernement en place, le gouvernement Matata, comme on dit, depuis une année d'exercice, fait en sorte de mobiliser suffisamment d'argent, de donner à l'État les moyens de sa politique, et qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent mobilisé et ça et là, en interne comme en externe? Pour en parler clairement, dans cette édition des Nouvelles Donnes, l'argentier national, comme on l'appelle communément, est déjà en plateau. Voici sans tarder le ministre délégué en charge des finances, monsieur Patrice Kitebi, c'est son nom, dans ses analyses, réflexions et autres commentaires dans un instant. Monsieur le ministre Patrice Kitebi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes. D'entrée de jeu, monsieur le ministre délégué en charge des finances, il y a une certaine opinion qui se répand d'une manière générale au sein de l'opinion congolaise, que le gouvernement Matata, auquel vous appartenez et dont vous occupez justement des finances, selon laquelle ce gouvernement est un gouvernement de recettes, un gouvernement d'accroissement de recettes. Pour vous, vous percevez cette perception de choses comme un compliment? Gouvernement de recettes, je ne sais pas très bien ce que l'expression veut dire. Ce qui est sûr, c'est que les recettes publiques, nous en avons besoin. Le gouvernement a besoin de recettes et de beaucoup de recettes. Vous savez que le programme quinquennal pour la mandature représente un besoin global qui est estimé autour de 48 milliards équivalents de dollars américains. Et donc on a besoin, sur le plan strictement des principes, pour atteindre le programme, réaliser tous les axes stratégiques du programme, on aurait besoin à peu près de 9,6 milliards équivalents en francs congolais pour atteindre cet objectif-là. On a donc besoin d'argent. Les routes, les écoles, l'électricité, l'eau, tous les investissements dans le secteur des infrastructures de base, nous avons besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire face à nos engagements au titre rien que de rémunération, des frais de fonctionnement. On a besoin d'argent pour faire face aux besoins de remboursement de la dette intérieure, de la dette extérieure. Donc, l'argent, comme pour l'évangile, est vraiment au cœur du travail que nous faisons. C'est essentiel que nous puissions mobiliser suffisamment d'argent pour permettre au gouvernement d'atteindre sa mission. Mais non, on peut aussi voir les choses de manière péjorative, parce que si vous êtes un gouvernement d'argent, rien que d'argent, sans vous préoccuper du climat des affaires, sans vous préoccuper de ce que les opérateurs économiques disent et ressentent dans l'exercice de leurs fonctions, à ce moment-là, la recherche de l'argent peut générer des tracasseries. Et nous ne voulons pas être un gouvernement qui génère des tracasseries pour le secteur privé. Argent, oui, collecté dans le respect strict des lois et règlements du pays. Oui, mais quand on entend parler des hommes politiques, particulièrement dans les rangs de l'opposition, et même certaines voix s'élèvent également du côté de la majorité dont vous faites partie, dont est issu le gouvernement Matata.
on se frotte les mains de constater que votre gouvernement mobilise suffisamment des recettes, mais en même temps, on perçoit une sorte de contraste par rapport aux retombées d'ordre social. Vous dites quoi, monsieur le ministre? Non, ce que je dis, c'est que d'abord, les besoins sociaux, la demande sociale est extrêmement forte. Elle vient de tous les secteurs et les besoins s'expriment généralement avec beaucoup d'urgence. C'est donc normal qu'il y ait une forte exigence des uns et des autres à ce que le gouvernement soit en mesure de satisfaire et tout de suite l'ensemble des demandes qui s'expriment. Mais comme on dit, la plus belle fille du monde, on peut donner qu'est-ce qu'elle possède. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est véritablement, d'abord, de maximiser la mobilisation. Et nous sommes très conscients qu'il y a des contraintes et des pesanteurs qui bloquent. Il y a des facteurs de risque qui bloquent. C'est là le sens des assises nationales sur le coulage de recettes. Nous pensons qu'on a fait des progrès. Les marges des progrès sont encore importantes. Et il faut qu'on arrive à capter le potentiel qui existe et qui n'est pas capté. Ça, c'est essentiel. Mais non. Nous comprenons aussi, comme je le disais, qu'en face de nous, la population veuille que les problèmes soient résolus et très rapidement. Parce que, effectivement, le niveau de pauvreté est extrêmement élevé. Et tout l'effort que nous avons fait, je ne sais pas d'abord, M. Kalunga, si vous savez que si nous prenons notre gouvernement sur la première année, non seulement nous avons été capables de payer sur une base régulière les engagements, on va dire, les plus urgents de l'État en termes de rémunération. Nous n'avons pas accumulé d'arriérés de rémunération. Les dépenses courantes pour les prestations de services sont rencontrées. Les dépenses de la dette extérieure sont rencontrées. Et donc, au-delà de tout ça, nous faisons un exercice de rationalisation de la dépense qui fait que, combiné avec les efforts pour mobiliser les recettes, nous arrivons à dégager des marges de trésorerie importantes qui nous permettent de faire des investissements dans les secteurs les plus critiques. Lorsque on dit qu'on ne voit pas la croissance économique refluer sur les conditions de vie, on va dire oui, parce que le niveau de pauvreté est extrêmement élevé. Mais tout ce que nous faisons pour rebâtir les fondations d'une économie nationale où les biens et les services peuvent circuler librement parce que vous avez des voies de communication qui fonctionnent, va exactement dans ce sens-là. Tout ce que nous faisons pour relancer l'activité agricole à travers les campagnes agricoles, ça va justement dans le sens de créer des emplois dans le secteur agricole. Parce qu'en fait, un gouvernement, quel qu'il soit, même aux États-Unis, si on considère que c'est le pays le plus riche, vous ne voyez pas le gouvernement distribuer à tour de bras de l'argent à la population. Non. Le gouvernement met en place ces conditions pour que le secteur privé puisse travailler dans des conditions de compétitivité acceptables, dans des conditions qui permettent de créer de nouvelles valeurs ajoutées et de créer des emplois. À ce moment-là, la population a des emplois et c'est à travers les emplois que, pour l'essentiel, le revenu est distribué. Et ça, c'est important. Nous avons un programme pour construire 1000 écoles sur les fonds du gouvernement. On a déjà mis une enveloppe de 40 milliards, équivalent de 44 millions de dollars américains. Les contrats ont été signés, vous avez dû suivre devant le Premier ministre, entre le BCECO et les agences locales d'exécution qui ont été choisies pour reconstruire ces écoles. Cet argent, justement, va permettre d'améliorer l'accès de nos enfants. Il y a pour l'instant 3,5 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école, qu'il faut ramener à l'école. On ne va pas les ramener du jour au lendemain, ça prend du temps. Il faut construire les écoles. Il faut travailler sur l'accès des enfants aux ouvrages. Il faut former les enseignants. Il faut faire en sorte que les filles et les garçons aient les mêmes chances. C'est tout un programme. Mais c'est à travers ce programme-là que, en partie,
nous faisons en sorte que la population accède au social, que nous améliorons le social. La santé. Vous savez aussi, le Premier ministre l'a annoncé tout récemment, nous avons dépensé l'équivalent de 12,7 millions de dollars pour acheter des équipements et du matériel, des médicaments à travers l'UNICEF. Et la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de cette année-ci, 100 milliards de francs congolais aient pu être mis à la disposition du ministère de la Santé pour réhabiliter les hôpitaux généraux de référence, les centres de santé, les postes de santé, pour les équiper. Ça fait partie du social. Vous avez appris que nous avons déjà acheté 200 bus qui sont là, sur fonds propres. Et nous venons, sur l'instruction du président de la République, d'acheter 100 bus supplémentaires, sur lesquels, sur une facture de 12 millions de dollars, nous avons un peu plus de 12 millions de dollars, nous avons payé déjà 50% sur les fonds du gouvernement. Je ne sais pas si vous le savez, que nous avons comme ça, nous avons tout récemment mis 15 milliards de francs congolais pour la relance de Daipen. Ça va créer des emplois. Ça va augmenter l'offre des biens, notamment du poulet, des œufs, sur le marché de Kinshasa. Ça pourrait contribuer à baisser les prix. Est-ce que ce n'est pas du social? Monsieur le ministre, je peux démultiplier les exemples. Oui, vous nous mettez déjà l'eau à la bouche. On va y revenir dans les courants de l'émission dans des façons détaillées. Mais il y a cette question qui me brûle les lèvres, monsieur le ministre, si vous permettez. Comment on fait quand vous occupez ce poste de ministre des Finances pour être un bon ministre des Finances? Je pense qu'il y a 3 secrets essentiels. 1, il faut travailler. 2, il faut toujours travailler. 3, il faut travailler et encore travailler. Je crois que le secret essentiel réside dans le travail, un travail méthodique, un travail rigoureux, mais aussi un travail qui est assumé en toute modestie. Parce que, en tant que ministre des Finances, vous êtes un ministère à caractère transversal. Vous devez mobiliser pour l'ensemble des institutions du pays. Mais en même temps, vous travaillez avec des services d'assiette qui sont en amont et qui déterminent une partie de vos résultats. Vous devez avoir une relation de qualité avec le secteur privé, avec les entreprises publiques aussi, parce que ça fait partie des assujettis qui vous amènent de l'argent ou des redevables qui collectent et qui vous reversent de l'argent. Donc, avoir une relation de qualité avec l'ensemble des assujettis, travailler de manière rigoureuse et surtout promouvoir des valeurs essentielles. Une de ces valeurs, c'est de faire en sorte, ici, à ce poste-là, vous êtes au service de la nation, vous êtes au service du peuple. Et donc, une des règles, c'est de se refuser de trafiquer la signature. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a droit à un paiement de l'État, qu'il soit opérateur économique, qu'il soit agent des services publics, qu'il soit créancier, dès lors que les papiers sont là, il faut payer sans vous occuper de savoir qui vous paye. Vous, votre travail, c'est de vous assurer que l'ensemble des pièces, pour que vous puissiez déclencher le processus de paiement, est disponible, la dépense est justifiée. À ce moment-là, vous mettez votre nom, vous signez sur le papier et le papier court son circuit jusqu'au bout à la Banque centrale pour être payé. Donc, c'est essentiel à notre niveau de responsabilité, compte tenu de l'état d'esprit qu'il y a ici, que vous, les journalistes, vous puissiez nous aider pour informer les gens, les opérateurs économiques, les Congolais, que désormais, la volonté du chef de l'État, l'instruction qu'il a donnée à tous les services, c'est qu'on travaille sur la table et non pas en dessous de la table. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Eh bien, la question de gouvernance, la question de la probité morale, la question de la corruption. Toutes ces questions doivent être bannies des pratiques. Et l'effort que nous essayons de faire, c'est vraiment de créer une culture où les agents savent que nous assumons un devoir de service public
qui doit être exécuté dans les meilleures conditions de transparence et d'efficacité. Un dossier qui arrive, il doit être traité, pris en charge rapidement, signé et renvoyé dans les circuits de la chaîne de la dépense jusqu'au bout à la Banque centrale, sans tergiversation. Et nous nous assurons en particulier que chacun des agents essaye de travailler suivant cette philosophie que le Premier ministre essaye de nous inculquer au quotidien. Ça, c'est une valeur essentielle. Vous travaillez avec modestie, avec humilité, en sachant que la contrepartie du travail que vous faites, c'est le gouvernement qui vous la donne parce que vous avez une rémunération ou vous avez des primes. Mais la contrepartie ne peut pas se négocier en bilatéral avec les opérateurs économiques ou avec les bénéficiaires des paiements de l'État. Ça, c'est essentiel. Et je crois que sur ce plan, on a réussi à monter en puissance petit à petit et inculquer un état d'esprit nouveau. Non seulement à nos agents, mais aussi aux opérateurs économiques qui viennent. Dans un acte de corruption, on est généralement au moins deux. Et donc, les efforts... Qui est qui? Il y a un corrompu et un corrupteur. Les efforts pour améliorer la gouvernance relèvent d'une responsabilité à la fois individuelle et collective. Monsieur le ministre, ça veut dire quoi que cette nouvelle façon de faire que vous déclinez doit correspondre, je comprends bien, doit correspondre à ce qu'on peut considérer comme le bon portrait d'un bon ministre des Finances dans les gouvernements Matata, selon la logique du gouvernement Matata. Voilà, je pense que selon la logique du gouvernement Matata, un bon ministre des Finances fait son travail. Il ne cherche pas à être aimé et parfois il est amené à prendre des décisions difficiles et les décisions parfois impopulaires. Ça, c'est important. C'est ça le bon ministre des Finances. Accepter d'assumer ses responsabilités jusqu'au bout, même si celles-ci vous génèrent des insultes, des critiques, des attaques, mais pour autant que le travail que vous faites va dans le sens des intérêts de la collectivité, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Voilà. Monsieur le ministre, ça veut dire, tout un programme avec une feuille de route qui est élaborée et bien définie. C'est le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui fixe la ligne. Alors, vous, en tant que ministre des Finances, quelle est votre part à vous? Non, le Premier ministre fixe la ligne et fixe les caps. Fixe le cap, d'accord? Fixe les grands objectifs, les grands résultats. Mais l'opérationnalisation de la feuille de route, parce que quand on vous dit qu'il faut assurer la stabilité macroéconomique, c'est tout un programme. Le résultat ou l'objectif est exprimé en une phrase, mais les choses que vous devez faire pour atteindre ce résultat ou cet objectif, ça peut tenir sur un drap de lit, comme on dit, sur plusieurs pages. Donc les grandes lignes sont fixées et notre objectif, notre rôle à nous, c'est de déployer. D'abord, de décliner sous forme des tâches qui doivent être accomplies au quotidien par l'ensemble des équipes. Qui fera quoi? Dans quel délai? Avec quels moyens? Quel mécanisme de surveillance nous mettons en place? Quel mécanisme de suivi nous mettons en place pour nous assurer que chacun des acteurs, parce qu'on joue une partition d'ensemble, qui doit au final être harmonieuse. Ça signifie que chacun a une part de tâche à faire, mais la tâche de chacun détermine la tâche des autres, et donc tout ça doit fonctionner de manière harmonieuse. Et ça, c'est le rôle d'animation. Mais la vision stratégique au niveau de la mise en œuvre, c'est la responsabilité au niveau sectoriel. Alors, monsieur le ministre, les services de la primature, les services du Premier ministre Matata ont fait le boulot de l'évaluation de chacun des membres du gouvernement et chacun s'est vu attribuer une note et vous, en lisant cette feuille d'évaluation, 74 pas de complaisance?
Non. Complaisance, pourquoi il y aurait de la complaisance? Parce qu'on serait à l'université, on parlerait des grandes distinctions. Mais il y a des gens qui ont fait une note beaucoup plus élevée aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de complaisance. Dès le moment où nous sommes entrés en fonction, le président de la République, chef de l'État, nous a dit: Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, vous êtes un gouvernement de mission, vous êtes un gouvernement d'action, vous êtes un gouvernement de résultats. Ces propos du chef de l'État traçaient déjà la voie royale sur la méthode de gestion qui allait être celle du gouvernement Matata, c'est-à-dire une gestion axée sur les résultats. Et donc, dans une gestion axée sur les résultats, le travail est planifié, c'est ça le sens de feuille de route. Les grandes missions à exécuter par les uns et par les autres sont clairement définies. Et périodiquement, chacun doit rendre compte de la manière dont il a exécuté sa feuille de route, de la manière dont il a permis au gouvernement d'atteindre les objectifs de niveau plus élevé. C'est ça le sens. Ça suppose simplement que c'est un gouvernement qui doit travailler avec méthode, parce que le travail est planifié, et au niveau du Premier ministre, il y a une équipe qui a été mise en place pour faire le suivi et l'évaluation en rapport avec chaque ministre. L'exercice qui a été fait en fin d'année, ce n'est pas un exercice qu'on fait seulement en fin d'année. Les feuilles de route font l'objet d'une évaluation sur une base régulière. Et pour chaque ministère, ou groupe de ministères, il y a chez le Premier ministre des conseillers principaux qui sont chargés de suivre des secteurs spécifiques, qui travaillent avec ces secteurs spécifiques et qui s'assurent que les feuilles de route sont en train d'être mises en œuvre avec respect des objectifs qui ont été assignés. Et qui ont des accointances avec certains ministres. Les accointances avec certains ministres, vous savez, quand je comprends aussi que parfois on réagisse de cette manière-là, simplement parce que le gouvernement Matata, sur instruction personnelle du chef de l'État, veut sortir des sentiers battus. On ne va pas reconstruire la République nouvelle avec des méthodes anciennes qui n'ont pas fait leur preuve. Et une gestion axée sur les résultats. Le devoir de rendre compte, l'obligation de redevabilité, c'est aussi la marque de fabrique des équipes qui gagnent. Et l'équipe Matata se veut une équipe des gens qui gagnent, pas pour eux, mais pour la population. Et donc, même si certains disent à redire, à parler d'enrichissement illicite. Non, là, vous savez, quand, surtout vous... Dans les rangs de l'opposition, des écrits comme ça... Il faut laisser, je pense, il faut laisser l'opposition faire son travail d'opposition, c'est-à-dire une fraction de la population... Ce qui a inspiré l'émotion des censures, des défiances. L'opposition doit exercer un droit de regard vigilant sur le travail de la majorité et du gouvernement. C'est le sens profond de l'opposition. Elle doit être constructive. Parfois, il peut y arriver qu'il y ait des dérives, mais c'est normal. Nous sommes une jeune démocratie. On est tous à l'école d'apprentissage de la démocratie. Et donc, s'il y a quelques dérives, il faut les situer dans leur contexte. Ça, c'est un. Et de toute façon, ces dérives-là ne doivent pas nous gêner, ne doivent pas nous empêcher de continuer à faire notre travail. Même dans les cas de fausses accusations. Je vais vous dire, la vocation d'une caravane, c'est de continuer son chemin, même s'il y a des aboiements. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Fausses accusations, malheureusement, parfois la presse se fait le porte-parole, non pas des faits documentés, mais des allégations. Mais moi, je mets tout ça sur le compte de l'apprentissage de la démocratie. Ce sont des dérives, mais est-ce que ça vous empêche à vous de vous concentrer sur votre travail lorsque vous avez une conscience clairement tranquille? Vous continuez à travailler. Lorsque un pays est engagé dans la voie de réforme, la construction de l'État nouveau se fait dans la douleur en règle générale. Et les perdants de la réforme
n'acceptent pas de baisser la garde avec facilité. C'est donc normal que quand il y a des réformes, ceux qui sont des perdants de la réforme et qui parfois ont accumulé un pouvoir économique extrêmement important, il faut le savoir, et qui tendent à constituer des réseaux mafieux, ils vont vous livrer une guerre farouche. Attendez, c'est de là que vous cherchez la petite bête, vous voulez dire? On la cherchera toujours. Mais je vous ai dit, il faut travailler avec rigueur, avec méthode, avec humilité, en étant toujours à l'écoute. Et quand il y a une critique, il ne faut jamais s'empêcher d'entendre les critiques. Il ne faut jamais s'accommoder des gens qui vous encensent. Il faut accepter que les gens vous disent oui, sur ce plan-là, vous vous êtes trompé. Oui, sur ce plan-là, vous avez fait quelques progrès, mais vous auriez pu faire mieux. Et il y a, dans cette réaction, il peut y avoir des gens qui débordent, qui vont dans tous les sens, mais il faut rester serein, il faut avoir sa tête entre les deux épaules et continuer à travailler. Monsieur le Président, on vous entend parler, donc vous voulez dire que vous êtes un gouvernement, vous êtes des réformistes et vous êtes déterminés à mettre en place toutes les réformes déjà annoncées, à aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, notre détermination, c'est d'aller jusqu'au bout des réformes qui ont été engagées. Parce que nous savons que ces réformes sont salutaires pour notre économie. Si nous voulons ne pas reproduire des modèles de développement, des modèles de gestion qui reproduisent le sous-développement et la pauvreté, nous devons changer de méthode. Et les réformes, nous devons les faire avec rigueur, quoi qu'il en soit, avec une volonté toujours farouche d'obtenir les résultats, mais des résultats, j'insiste, qui sont des résultats qui vont dans l'intérêt de la majorité de la population. Et ça, c'est essentiel. Dès lors que nous sommes dans cette voie-là, quoi qu'il en soit, quels que soient les aboiements, nous devons contenir le cap et continuer. Alors, depuis l'argumentaire que vous développez depuis le début de l'émission, on peut arriver à la conclusion que votre cheval de bataille, c'est mobiliser les recettes publiques en interne comme en externe. Alors, sur le plan extérieur, monsieur les ministres, où en est-on avec les relations, notamment avec les institutions du Bretton Woods? On a observé la mauvaise humeur depuis quelques temps, et puis on s'attend maintenant à la signature d'un nouveau programme. Après des longues discussions, on est arrivé peut-être à une compréhension commune selon des informations qui transpirent. Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un nouveau programme avec les Fonds monétaires internationaux, alors que la République démocratique du Congo aurait pu s'en passer, maintenant que, bon, on va dire, la publication du contrat comité qui a conduit à cette mauvaise humeur semble peut-être derrière nous? J'espère que c'est bien derrière, mais je pense que c'est tout à fait cela. Le cas comité est vraiment derrière et nous sommes en train de travailler avec le fonds pour préparer un nouveau programme. Les discussions au plan technique ont déjà commencé. Dans les semaines qui viennent, sans doute, nous allons avoir des missions qui vont venir pour faire la revue économique, préparer le cadrage du programme, discuter de réformes, discuter de prévisions de la programmation financière, discuter également de la programmation monétaire. Et donc, nous sommes sur, on va dire, une autre rampe dans nos rapports avec le Fonds monétaire. Oui, on va vers la fin de l'émission, monsieur le ministre des Finances, des dettes publiques internes et externes. Vous êtes montré du doigt pour dire que, voilà, on vous pointe du doigt, vous dire qu'il est, vous favorisez plus les paiements des dettes extérieures au détriment des dettes intérieures. Vous dites quoi? Non, le problème n'est pas de favoriser plus. Effectivement, dans les faits, nous payons des montants importants au titre de la dette publique extérieure, ce qui correspond d'ailleurs à un simple respect des obligations que nous avons contractées. Sur le plan de la dette intérieure,
contrairement à ce qu'on dit, qu'on ne paye pas la dette intérieure, allez regarder les chiffres. On a payé de la dette intérieure. On a payé de la dette intérieure. On aurait voulu payer beaucoup plus. Mais en même temps, nous sommes dans la position d'un artiste qui, à tout instant, doit faire des arbitrages. J'ai quelques ressources. J'ai un certain nombre de dépenses contraignantes. Je les supporte, notamment la rémunération. Nous payons autour de 108 milliards, 110 milliards de francs congolais par mois, au 15 de chaque mois. On a besoin que, quand nous arrivons au 10, parce que les transferts commencent à se faire via les banques à partir du 10, de disposer d'une trésorerie qui nous permette qu'on puisse rencontrer cette obligation sans avoir à recourir à un financement bancaire. Pour réussir cette stratégie, on a besoin de disposer des moyens. On a besoin de disposer des moyens. Je pense que, globalement, vous me disiez que nous sommes en train d'arriver à la fin de l'émission. Globalement, nous acquittons une partie de la dette intérieure, mais la dette intérieure dans sa totalité, c'est 1,4 milliard de dollars américains. Deuxièmement, dans cette dette de 1,4 milliard, 30% c'est des condamnations judiciaires. Justifié? Je ne veux pas faire un procès à la justice. Justifié ou pas justifié, je note, une fois j'ai reçu un haut gradé des services publics qui est venu suivre une créance de 36 millions de dollars. Ah bon? Dans un pays où l'armée est en opération, sur le champ de bataille. Vous pensez qu'il est raisonnable que je donne priorité à payer ce type de dette-là, là où nos forces doivent se déployer, ont besoin d'armes, de munitions, elles ont besoin de se déplacer. Il y a des choix. Pour pacifier l'Est du pays. Il y a des choix à faire. Et il y a des choix qui sont parfois difficiles à faire. Ça, c'est un. Ça vous pousse à réfléchir à des fois. Ça nous pousse à réfléchir et à faire des arbitrages. Et dans tous les cas, vous savez, il n'y a personne qui va m'embrasser parce que j'ai payé des dettes qui datent de 1970. Mais par contre, si je ne suis pas capable de payer les rémunérations parce que j'ai payé les dettes, je ne sais pas si je serai embrassé dans la rue. De toute façon, on ne cherche pas à se faire embrasser. Mais le plus important, c'est que nous avons mis en place un processus pour pouvoir décoter la dette intérieure, comme on l'a fait avec la dette extérieure. De sorte que, sur l'encours qui va rester, et ça se fait par négociation bilatérale entre le gouvernement, il n'y a rien d'imposé, ça se fait, vous acceptez ou vous n'acceptez pas, ça se fait par négociation bilatérale entre le gouvernement et ses créanciers locaux. Donc ce processus a été lancé, nous avons été contraints par des ressources qui n'étaient pas très suffisantes et aussi par des priorités. Financer l'agriculture, c'est quand même une priorité qui aujourd'hui est devenue absolue. Financer l'éducation, la santé, le capital humain comme on dit, c'est une priorité absolue. Donc parfois, c'est simplement l'exercice d'arbitrage qui fait que on est obligé de mettre sur la dette intérieure, on a payé peut-être 60 millions de l'équivalent. C'est exactement, j'ai regardé le rapport de la reddition des comptes, on a payé 57 milliards, à peu près un peu plus de 60 millions de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais on a quand même payé en faisant les arbitrages pour ne pas pénaliser les autres dépenses. Donc on est dans ces cas de figure, et croyez-moi, le jour où nous montons en puissance dans la collecte des recettes internes, et il faut qu'on nous aide dans ce domaine-là, nous serons plus à même de faire face à la totalité de nos dépenses et donc probablement à payer un peu plus de la dette intérieure tout en préservant les échéances courantes, notamment en rémunération, notamment en investissement stratégique sur lesquels nous ne pouvons malheureusement pas reculer. Voilà. La rémunération toujours modeste, quoique payée régulièrement par l'effet de la bancarisation. Je concède que la rémunération est modeste. Mais il y a quelques années, cette rémunération modeste était payée peut-être tous les 60 mois. Aujourd'hui, il n'y a pas de mois de 60, tous les 60 jours. Il n'y a pas de mois de 60 jours.
au 15 de chaque mois, cette rémunération modeste futée est payée. Et ça, c'est un progrès qu'il faut reconnaître en tant que tel. Ça, c'est un. Deuxièmement, depuis le mois d'avril, on a fait un petit coup de pouce. Bien sûr, nous aurions voulu faire mieux. Bien sûr, c'est encore modeste, mais nous l'avons fait. Troisièmement, au mois de juillet... Moudi, des $100, impossible. Vous savez, M. Kanunga, c'est aussi une question. La gestion de la chose publique est avant tout une question de responsabilité. Je ne vois vraiment pas comment un Premier ministre, enfin, je ne vais pas citer des noms, mais je ne vois pas comment le gouvernement actuel, comment le chef de l'État pourrait nous permettre de prendre des engagements que nous ne serions pas en mesure de tenir. C'est ça la responsabilité politique. Vous avez des moyens, vous déclarez les moyens que vous avez. Vous déclarez sur quoi vous avez l'intention de déployer ces moyens-là. Et on fait les discussions, on fait les arbitrages. Vous n'avez pas les moyens d'augmenter et de payer Moudi, dites que vous n'avez pas les moyens de payer Moudi. Moudi arrivera. Si... Quand je ne sais pas. Hein, comme disait quelqu'un... Ils doivent s'armer de beaucoup de patience. Hein. Je ne connais ni l'heure ni le jour. Mais ça arrivera. Ça arrivera si tant est que nous continuons à faire des progrès importants sur la croissance économique, nous la consolidons. Si nous faisons des progrès importants dans la gouvernance... La richesse, comme vous entendez dire souvent. Créer la richesse, améliorer la gouvernance financière... C'est traduit par quoi? Mais la richesse, elle se traduit par tout ce que vous voyez. Je vous ai dit, les routes ici, nous ne les finançons pas sur des emprunts auprès de nos bailleurs de fonds. Nous le faisons avec des ressources de l'État. Il faut le reconnaître. Ça n'a pas été fait il y a quelques années derrière nous. D'accord? Je pense que pour mesurer l'importance... À quoi sert l'argent que vous mobilisez? Le petit revenu salarial, la rémunération qu'on paye aux fonctionnaires, pour en mesurer l'importance. Allez dans les villes, je ne vais pas les citer, mais vous êtes congolais comme moi, vous les connaissez parfaitement. L'économie locale, certaines économies locales ne sont rythmées qu'avec la paye des agents de l'État. Et dans ces économies-là, quand on a payé, quand on n'a pas payé, c'est un drame. C'est là où vous mesurez que payer régulièrement est un bien qu'on fait à beaucoup d'argent. Les services publics de l'État, situés dans certaines provinces et dans certaines grandes villes du pays. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre, merci d'avoir été là. On va se quitter. Le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. Votre mot de conclusion? À quoi peut-on s'attendre encore dans un futur immédiat, dans les prochains avenirs? Ce que je veux dire, dans un futur immédiat, la volonté du chef de l'État est une volonté inébranlable. Les instructions qui ont été données au gouvernement sont des instructions claires, formelles, et qui vont continuer à faire l'objet d'évaluation par le chef du gouvernement. Donc, sur le plan de la méthode, rien ne va changer. Mais non, les réformes que nous devions faire, nous les connaissons. Nous devons simplement accélérer le rythme de mise en œuvre de réformes pour que, très rapidement, nous arrivions au résultat. Le plus important, c'est que nous ne pouvons pas continuer à utiliser des méthodes qui perpétuent la pauvreté. Nous devons changer. Changer, c'est notamment adopter un état d'esprit nouveau dans la gestion des biens publics. Le civisme fiscal est quelque chose de fondamental. Même à l'époque coloniale, les chômeurs payaient l'impôt de capitation. Parce que même si vous ne travaillez pas, mais vous utilisez les biens publics. L'électricité, l'eau que vous utilisez à la maison, s'il y en a, la route que vous empruntez, c'est des biens publics qui obligent à l'État de pouvoir les entretenir, d'avoir les moyens. Même les chômeurs, ils ont obligation de mettre la main à la poche et de participer. Quand ils logent les diables. on loge toujours, mais à l'époque coloniale, ça existait ainsi. Et vous, si vous vous en souvenez, nos mamans, dans les villages, se baladaient toujours avec une ficelle au cou, avec à l'intérieur un bout de papier, la preuve qu'ils avaient payé leur impôt. Le civisme fiscal, il faut qu'on y travaille. Et nous, notre volonté ne va pas s'émousser. Nous allons continuer à suivre de très près la mobilisation de recettes en interne. Nous allons primer tous nos agents qui vont faire preuve
d'un grand civisme dans l'exercice de leur métier et qui nous rapportent beaucoup d'argent. Mais à l'inverse, ceux de nos agents qui pensent perpétuer les antivaleurs, c'est difficile que dans un pays qui veut avancer, on puisse continuer à les garder avec nous. Une véritable mise en garde. Nous serons obligés de passer par des méthodes difficiles. Et donc, je vais terminer par lancer une invitation à toutes nos équipes qui sont dans les régies, au management supérieur, au cadre de direction, aux agents, pour leur dire que l'heure est arrivée pour chacun de participer avec fierté, avec engagement à l'œuvre de reconstruction d'une belle page de l'histoire de notre pays. Et ça passe par une mobilisation accrue de l'assiette, en interne comme à l'externe. Ça passe par une rationalisation de la dépense. Le coulage de recettes, c'est en amont, mais lorsque nous avons mobilisé et que nous ne sommes pas capables d'utiliser, suivant les règles de l'art, les règles de transparence, il y a aussi une autre forme de coulage. Les deux mises ensemble, ça fait que nous pouvons perpétuellement continuer à être un pays où on crée de la pauvreté, on génère de la pauvreté, et dans une espèce de fatalisme. Le chef de l'État n'est pas un homme fataliste, le Premier ministre n'est pas un homme fataliste, et nous aussi, et j'espère vous aussi, nous ne sommes pas des fatalistes. Il faut qu'on change la donne du pays. Voilà. La nouvelle donne du pays, c'est la nouvelle histoire d'un Congo qui change, d'un Congo qui avance, et qui a toutes ses chances de tenir sa place dans le concert de nations. Donc voilà, nous allons travailler dans ce sens-là pour cette année 2 de notre mandature. Voilà. Monsieur Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, je vous remercie d'être passé nous voir ce soir. Merci d'avoir apporté tous ces éclairages à tous les téléspectateurs des Nouvelles Donnes qui vous regardent tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous. Voilà, ça n'est fini ce soir, Nouvelle Donne, où que vous soyez. Merci de nous rester fidèles. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, est venu répondre à notre invitation pour apporter tous ces éclairages concernant le fonctionnement de son ministère clé, ministère des Finances, l'argent. L'argent, c'est les nerfs de la guerre, comme on dit, qui donne le moyen à l'État congolais de pouvoir répondre aux attentes des Congolais que nous sommes. Merci à lui, merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes. Merci également à l'assistant du ministre Patrice Kitebi, en l'occurrence ici Patrick Mbungu, qui m'a aidé avec la documentation pour pouvoir préparer cette émission. À tous et chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.